Eh bien, chère Normande, bonjour bien. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Spotify et les réseaux sociaux de la Normandie conquérante pour le sixième épisode des Entretiens Conquérants, le podcast qui vous permet de faire connaissance avec vos élus régionaux, mais aussi et surtout de prendre connaissance des projets et dispositifs dont vous pouvez bénéficier. Nous sommes aujourd'hui au Havre, en Seine-Maritime, donc de nouveau, avec Nathan Lavenu, jeune Normand conquérant, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Comment tu vas, Nathan? Bonjour. Bonjour Gauthier, merci, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous, et c'est parti pour ce sixième podcast Conquérant. Aux côtés de Nathan Lavenu, nous sommes donc avec notre invité du jour pour ce sixième épisode des Entretiens Conquérants, Jean-Baptiste Gastine. Bonjour, vous avez 55 ans, vous êtes ancien maire du Havre, vous êtes toujours adjoint d'ailleurs au sein de cette ville, mais vous êtes, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, sixième vice-président de la région Normandie en charge des mobilités, des transports et de l'axe Seine, une thématique centrale pour le quotidien des Normands et des Normands. Merci beaucoup pour votre accueil. Comment allez-vous? Mais ça va très bien et je suis très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, plaisir partagé. C'est sans plus tarder, mesdames et messieurs, que nous allons débuter ce sixième épisode. Vous avez désormais l'habitude, installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs ou augmentez le son. Top départ du sixième épisode des Entretiens Conquérants, spécial mobilité, transport et axe Seine. Alors Jean-Baptiste, durant cette première partie, je vous propose que nous fassions connaissance avec vous, qu'on en apprenne un peu plus sur votre parcours personnel, mais également estudiantin lorsque vous étiez plus jeune, mais aussi également votre parcours politique, quels ont été les facteurs de votre engagement. Et première question que je pose à chacun des élus qui passent devant ce micro, d'où venez-vous? Vos parents étaient-ils de Normandie? Que faisaient-ils? Mes parents vivent à Paris et moi j'ai passé les 23 premières années de ma vie à Paris, donc jusqu'à mes études et jusqu'à la fin de mes études. Mais ma famille a des origines normandes. Elle est originaire de la ville de Gacé. Et il y a très très longtemps, donc ces Normands de Gacé sont montés à Paris. Et ma famille maintenant vit à Paris. Moi je suis arrivé au Havre en Normandie en 1993. Parce que c'était mon premier poste de professeur d'histoire-géographie. J'avais fait mes études en région parisienne, ensuite à la Sorbonne. Et quand j'ai eu le concours, j'ai dû faire des vœux, émettre des vœux, pour savoir où est-ce que j'allais être titularisé. Et j'avais mis sur ma liste de vœux toutes les grandes villes du bassin parisien, dont Le Havre. Et c'est Le Havre un peu par hasard, et probablement surtout parce qu'on avait besoin de professeurs au Havre à ce moment-là. Et donc je suis arrivé au Havre en 1993 pour enseigner l'histoire-géographie dans un collège des quartiers sud du Havre, comme on les appelle, c'est-à-dire de la partie du Havre qui est la plus proche du port, avec un collège en zone d'éducation prioritaire. Ça a été extrêmement formateur pour moi, pas facile, mais extrêmement formateur de commencer à enseigner dans ce collège des quartiers sud du Havre. Et pour tout vous dire, je suis arrivé au Havre en pensant ne pas rester très longtemps. J'avais pas d'attache, j'avais pas de parents au Havre, j'avais pas d'amis au Havre, je connaissais personne au Havre quand je suis arrivé, donc je me suis dit bon allez on va faire. J'étais marié et avec ma femme on s'est dit bon on fait quelques années ici au Havre et puis après on essaiera d'aller ailleurs probablement dans des villes. Je le reconnais facilement aujourd'hui, hein, dans des villes qui à l'époque pouvaient paraître plus attrayantes. Donc on se disait, on va faire quelques années au Havre, et puis après on ira à Nantes, à Rennes, ou dans d'autres régions comme ça. Et 30 ans après, finalement, on est resté au Havre, parce qu'on s'est beaucoup plu au Havre, on s'est beaucoup attaché à cette ville. Elle a énormément de qualités, et ce qui est amusant, c'est que, alors que ces qualités, évidemment, n'étaient pas reconnues il y a 30 ans, elles le sont de plus en plus aujourd'hui, et à juste titre, parce que c'est une ville très, très agréable à vivre. Vous avez été ensuite, à partir de 2010, au sein du collège lycée François 1er du Havre, sans oublier également vos différentes interventions dans des établissements du supérieur. La question que je voulais vous poser, qu'est-ce qui vous orientait vers l'enseignement dans votre jeunesse? Qu'est-ce qui a fait naître cette vocation en vous? Alors c'est vrai que ça fait maintenant 12 ans que je suis au lycée François 1er, qui est le lycée historique du Havre, le lycée public de centre-ville, bien connu des Havrais et peut-être même d'autres personnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu cette vocation d'enseigner très tôt. C'est-à-dire que dès le niveau du collège, je savais ce que je voulais faire. J'aimais l'histoire-géographie.
je n'aimais pas autant les autres disciplines, donc j'avais vraiment un goût très prononcé pour l'histoire et la géographie. D'autres disciplines pouvaient me faire souffrir, hein, donc j'avais vraiment cette chance d'avoir au moins une discipline qui me passionnait. Et ça, je le dois, c'est assez classique, hein, à des professeurs d'histoire-géographie successifs. Je pourrais les citer, mais je ne peux pas en citer un qui m'a marqué. C'est en fait une succession de profs d'histoire-géographie au collège, au lycée, qui m'ont intéressé, qui m'ont passionné, que j'ai trouvé sympa. Il y en a même à qui j'ai donné des cours de tennis, vous voyez, au lycée. Donc, on s'entendait bien. Eux, ils me donnaient des cours d'histoire-géographie gratuitement. Et moi, je leur donnais des cours de tennis payants. Et on s'est bien entendu. Et donc, je savais ce que je voulais faire. Et immédiatement après le baccalauréat, je me suis inscrit à la Sorbonne pour faire des études d'histoire et de géographie. Il n'empêche que j'ai passé un bac scientifique, parce que mes parents, qui étaient plutôt issus de familles d'ingénieurs, et puis parce que j'aimais aussi les maths. Donc voilà, ça a fait que j'ai passé un bac scientifique. Je ne le regrette pas du tout parce que j'ai beaucoup utilisé les sciences pour ma thèse d'histoire que j'ai soutenue en 2008 à la Sorbonne. Vous évoquiez il y a quelques instants les raisons de votre arrivée sur Le Havre pour des raisons professionnelles, mais au fil des années, vous avez développé un attachement viscéral pour la ville du Havre. Vous avez également donc cité votre attrait pour l'histoire et vous étiez déjà sensible à travers vos différentes fonctions au sein des lycées à la vie publique ou plutôt à l'engagement pour l'intérêt commun, ce qui vous a conduit très rapidement à écrire différents ouvrages et co-rédiger différents ouvrages. On peut citer le premier en 2012 avec Hervé Chaban et Dominique Rouet, qui s'appelle donc cet ouvrage « La première histoire du Havre, les mémoires de Guillaume de Marseille ». Vous avez publié un second livre en 2016, Le Havre 1517-1789. Et enfin, finalement, Jamais 203. Vous avez terminé par le livre en 2021 que vous avez publié, Le Havre, à vivre et à aimer, qui véritablement vient attester votre flamme pour la ville du Havre. Est-ce que l'écriture a été un facteur de votre engagement dans la vie publique? Sinon, qu'est-ce qui a fait naître en vous ce désir de vous engager? J'ai appris à aimer Le Havre pour ce qu'elle est, pour son architecture, son urbanisme, son port, sa qualité de vie, son environnement. Mais j'ai aussi appris à aimer Le Havre à travers son histoire. Parce que je suis prof d'histoire-géographie, parce que forcément, il y avait quand même voilà, les conditions préalables étaient réunies probablement pour que j'apprenne à aimer Le Havre aussi à travers son histoire. Et puis je me suis lancé dans une thèse, dans une recherche sur l'histoire du Havre, sur une période qui avait été peu étudiée, qui est la période des débuts du Havre, puisque Le Havre est créé en 1517. Donc j'ai beaucoup étudié l'histoire du Havre entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les trois livres auxquels vous avez bien voulu faire référence sont très différents les uns des autres. Le premier est un livre collectif et qui présente la première histoire du Havre écrite à la fin du XVIe siècle. On a présenté l'auteur, on a présenté le texte, on a présenté le contexte dans lequel s'inscrit cette première histoire du Havre. Et on l'a fait à plusieurs. Et c'est un beau livre qui est épuisé depuis. Donc on a vendu tous les exemplaires, c'est plutôt bon signe. Le deuxième est très différent puisque c'est ma thèse de doctorat. Donc là, c'est un gros volume de 600 pages. Mais qui est le travail le plus poussé évidemment que j'ai pu faire. C'est 10 ans de travail quand même. J'étais professeur au collège Raoul Dufy pendant que j'ai fait ce travail de recherche, donc je n'avais pas encore de mandat au moment où j'ai fait ce travail. J'aurais pas pu à la fois exercer des mandats politiques et faire ce travail de recherche, mais je travaillais au collège Raoul Dufy, j'étais professeur, et en même temps j'ai fait ces recherches. Ça m'a pris une petite dizaine d'années, et ça a donné lieu donc à cette publication d'une histoire du Havre, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et tout ça m'a permis de comprendre que Le Havre n'était pas une ville comme les autres. Voilà. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus. Mon attachement au Havre, il s'explique par le fait qu'aucune ville de France ne ressemble au Havre. Elle est vraiment singulière, on peut probablement dire ça de toutes les villes d'ailleurs, mais au Havre, ça se voit au premier coup d'œil. Il suffit de se promener dans les rues de la ville pour voir que ce n'est pas une ville comme les autres. Et il y a beaucoup d'éléments qui font que Le Havre n'est pas une ville comme les autres, on y reviendra peut-être. Et puis le troisième ouvrage est beaucoup plus personnel. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de géographie, c'est pas un livre politique non plus, mais c'est très personnel. J'ai voulu dire quel était mon rapport au Havre, pourquoi cette ville était si particulière à mes yeux, comment je m'y étais attaché dans la durée. Hein, c'est pas un coup de foudre, j'explique un attachement d'autant plus profond qu'il a été lent et progressif. Mais je crois aussi que Le Havre a beaucoup changé et qu'elle peut séduire aujourd'hui au premier coup d'œil, alors qu'il y a 30 ans, c'était quand même pas si évident que ça.
par la suite et en parallèle de vos différents engagements professionnels, mais également littéraires, pourrais-je dire, vous êtes lancé dans la vie publique, vous êtes investi sur le territoire havrais, ce qui vous a amené à devenir l'élu que vous êtes aujourd'hui. Mais avant cela, j'ai pu noter que votre premier mandat remontait à 2008, lorsque vous avez été élu conseiller municipal du Havre sur la liste d'Antoine Ruffnac, figure de la ville qu'on ne présente plus, qui vous avez nommé également conseiller municipal délégué au sport. Quel sentiment avez-vous ressenti lorsque on devient représentant de la ville du Havre, puis plus tard maire, avec les que cela en vous, qu'on sait, qu'on a pu entendre il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous avez ressenti? D'exercer un mandat politique, c'est toujours un honneur et une fierté. Et c'est toujours aussi un défi parce qu'il s'agit de le faire le mieux possible. Et on sait que ce n'est pas si facile d'exercer un mandat politique. Et donc il faut le faire avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'engagement, en essayant de mettre toutes ses compétences au service de ce mandat et de servir les gens. Voilà, c'est banal de le dire, mais c'est ça, un mandat politique, c'est d'abord servir les gens, c'est-à-dire faire tout ce qu'on peut pour essayer, dans la mesure des compétences qui sont les nôtres, d'améliorer la vie des gens, individuellement et collectivement. Et parfois d'ailleurs c'est contradictoire. L'intérêt collectif, l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. Donc il faut arbitrer et tout ça est passionnant. J'ai commencé avec Antoine Ruffnac, en effet avec un premier mandat de conseiller municipal en 2008. J'aime beaucoup le sport. On a parlé de ma vocation de professeur d'histoire-géographie. En réalité, avant même d'être professeur d'histoire, j'ai été professeur de tennis. Et quand je suis arrivé au Havre en 1993, très vite, j'ai donné des cours de tennis au Hack Tennis. Et je l'ai fait pendant plusieurs années. J'avais un bon niveau de tennis, évidemment. Alors, tout ça est derrière moi maintenant. Donc, je ne donne plus de cours de tennis depuis longtemps. Et je ne fais plus de compétition aussi depuis longtemps. Mais je suis toujours passionné par le sport, par tous les sports en réalité, que je continue à suivre assidûment à la télévision et sur les réseaux. Et donc, premier poste dans l'équipe d'Antoine Ruffnac, conseiller municipal, délégué au sport, ça me convenait parfaitement. Donc j'ai appris comme ça. J'ai évidemment été dans beaucoup de rencontres sportives. J'ai rencontré les clubs, les présidents de clubs, les sportifs eux-mêmes. Et je suis très content d'avoir commencé comme ça. En plus, au Havre, il y a beaucoup d'équipes de bon niveau. On aimerait qu'elles soient parfois encore d'un niveau meilleur. Et on ne rêve que d'une chose, c'est la remontée du HAC en Ligue 1, bien sûr. Cette première élection a été un tremplin pour vous. Ça vous a permis d'ouvrir un champ des possibles particulièrement élargi, puisque dès 2010, le rythme s'est accéléré pour vous. Vous êtes devenu conseiller régional de l'ex-Haute-Normandie, avant d'être nommé un an plus tard, donc en 2011, adjoint au maire du Havre, aux côtés du maire actuel de la ville, en étant chargé du développement territorial, pour finalement, 3 années plus tard, devenir élu vice-président de la communauté de l'agglomération havraise, puis de la communauté urbaine du Havre Seine Métropole, en étant chargé d'un autre portefeuille, développement économique, du tourisme et de l'enseignement supérieur, ce qui a été, on peut le dire, la dernière étape avant votre élection en tant que conseiller régional de la Normandie, aux côtés d'Hervé Morin, et de votre nomination, on va en parler dans quelques instants, en tant que vice-président de la collectivité. 2 questions que je voulais vous poser avant de terminer cette première partie. Comment avez-vous vécu cette multiplication rapide des portefeuilles? Est-ce que ça a été simple ou justement un peu compliqué à jongler entre les différents dossiers et projets? Et la deuxième question, est-ce que cette pluralité d'expériences a été un facteur de votre engagement sur la liste de la Normandie conquérante en 2015? Je ne sais pas si ça n'a pas été ça, mais en tout cas, ça n'a pas été compliqué. Les choses se sont faites progressivement. Mais c'est vrai que les choses sérieuses commencent pour moi autour de 2010, pour 2 raisons. D'abord, je commence à avoir un peu d'expérience après 2 ans au conseil municipal de la ville du Havre. Et surtout, je termine ma thèse. Donc, j'ai du temps libre pour m'investir beaucoup plus encore dans la vie politique locale et régionale. Et donc, c'est ce que j'explique à Antoine Ruffnac. Et c'est grâce à Antoine Ruffnac, très clairement, que je suis sur la liste conduite par Bruno Le Maire en 2010 en Haute-Normandie, et que je suis sur cette liste en position éligible. Et bien qu'on ait perdu les élections, j'ai été élu dans l'opposition, donc au conseil régional. Et c'est ma première expérience aussi dans l'opposition, c'est important. D'avoir aussi une expérience dans l'opposition. Je crois que c'est très formateur aussi, j'en suis convaincu. Et donc, je l'ai fait pendant tout le mandat, entre 2010 et 2015. Ça me permet d'insister sur
sur un élément que je n'ai pas évoqué. J'ai beaucoup de chance en réalité, parce que j'ai eu comme chef des personnalités très différentes, et j'ai toujours comme chef d'ailleurs des personnalités très différentes, mais de très haut niveau. Commencer avec Antoine Rufenacht, qui est un seigneur de la politique, c'est-à-dire qui a toujours fait de la politique avec beaucoup d'élégance, beaucoup d'humour, beaucoup de sens des responsabilités, beaucoup de passion aussi pour en particulier la ville dont il a été le maire et dont il a lancé les transformations. Ensuite, c'est grâce à lui donc, que je deviens conseiller régional en Haute-Normandie. Ensuite, Édouard Philippe, c'est lui qui me fait adjoint à peu près au même moment. Adjoint en charge du développement territorial, donc je suivais les dossiers portuaires, les dossiers ferroviaires, les dossiers Axe Seine qui étaient relancés à l'époque par le président Nicolas Sarkozy, on est en 2010. Et ça correspondait bien à ce que j'étais capable de faire en tant que professeur d'histoire et de géographie, et tout ce qui est aménagement du territoire, développement territorial. Là, c'est plutôt ma fibre de géographe qui a pu s'exprimer, je crois. Et puis Bruno Le Maire, donc chef de file de mon groupe d'opposition en Haute-Normandie, que j'ai découvert évidemment à cette occasion, qui fait preuve de tout son talent, de toutes ses compétences depuis maintenant 6 ans au ministère de l'économie et des finances, et qui avait montré déjà dans les gouvernements de Nicolas Sarkozy tout son potentiel. Et puis maintenant avec Hervé Morin, donc Antoine Rufenacht, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Hervé Morin, c'est 4 profils extrêmement différents, tous avec de très très grandes qualités, mais qui ne sont pas les mêmes, c'est ça qui est intéressant, avec des personnalités et des façons de faire de la politique assez différentes. Mais évidemment, j'ai tout appris à leur contact, en réalité, puisque moi, je n'ai pas fait d'études politiques, je n'ai pas fait de sciences politiques. J'aimais beaucoup ça depuis longtemps et je suivais ça à la télévision en particulier, mais j'ai beaucoup appris à leur contact et en travaillant à leur côté. Je continue à apprendre beaucoup en travaillant à leur côté. Bien, merci beaucoup Jean-Baptiste pour ces réponses à ces questions très, très personnelles. On en sait un peu plus sur votre parcours aussi bien professionnel que personnel, mais également politique. Je vous propose sans plus tarder de passer à la deuxième partie qui est vraiment plus spécifique à la présentation de votre action régionale avant de passer à la dernière partie avec Nathan Lavenu. Vous êtes donc en charge d'une vice-présidence à la région Normandie au sujet très complexe, très important pour notre territoire, vous l'avez dit il y a quelques instants, puisque vous êtes donc vice-président de la région chargé de la mobilité, et également des transports et de l'Axe Seine. Pour celles et ceux qui nous écoutent, pourriez-vous très simplement nous expliquer quels sont les grands dossiers sur lesquels vous intervenez et qu'est-ce que l'Axe Seine surtout? Vous les avez cités, hein, les grands dossiers, s'agissant des transports, c'est évidemment d'offrir le meilleur service de transport aux Normands et à ceux qui viennent en Normandie. Parce que la mobilité, ça fait partie de la vie des gens. C'est essentiel à la vie des gens, à la qualité de vie des Normands, mais c'est aussi un facteur de développement touristique, économique, très puissant, extrêmement puissant, et c'est évidemment un facteur d'attractivité pour la région. Et c'est pour la Normandie un défi, parce que depuis que je suis en Normandie, depuis que je suis les affaires politiques en Normandie, c'était une grande défaillance, en particulier dans le secteur ferroviaire. Donc le premier défi, il est toujours à relever d'ailleurs, hein. Mais on l'a pris à bras-le-corps et il commence à porter ses fruits, selon moi, mais c'est fragile, il faut conforter les premiers résultats qu'on a obtenus. Mais c'était un défi gigantesque parce qu'en fait, il a fallu redresser une situation qui s'était détériorée depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est le ferroviaire normand, on peut rappeler les choses rapidement, hein. La France a mené une politique tout TGV depuis 40 ans et la Normandie n'a pas profité de la politique tout TGV puisqu'on n'a pas 1 kilomètre de ligne à grande vitesse. Et on a souffert du désinvestissement de l'État et de la SNCF du réseau ancien. Et donc, on est la seule région dans cette situation-là. C'est le résultat de 30 et 40 années d'abandon. Et donc, il a fallu prendre les choses à bras-le-corps. C'est ce que le président Morin appelle le plan Marshall, souvent du ferroviaire en Normandie. Et on y a mis des moyens considérables. On y a mis plus de 2 milliards d'euros au total, depuis 6 ans maintenant. On continue à investir énormément dans le ferroviaire. Et on a raison de le faire parce que les enjeux sont considérables. Ils le sont même encore plus aujourd'hui avec... évidemment les questions d'émissions de CO2 et de dérèglement climatique, et le ferroviaire étant évidemment un mode de transport, que ce soit pour les voyageurs ou pour les marchandises, extrêmement vertueux. Et donc on ne pouvait pas se satisfaire de cette situation. Voilà, on reviendra là-dessus, mais c'est vraiment le dossier prioritaire. Ensuite, il faut coordonner bien sûr le ferroviaire avec le transport routier par autocar pour les bonnes correspondances. Donc on s'est beaucoup employé à améliorer. Il y a probablement là aussi une marge de progression. Il faut travailler à l'avenir, toujours... Donc être mobilisé pour le dossier de la ligne nouvelle Paris-Normandie, on y viendra
On y reviendra peut-être aussi. Il y a la question des ports, parce que la région Normandie est la première région portuaire de France, avec les grands ports de Rouen et du Havre, aujourd'hui réunis dans une même administration, mais aussi avec les ports de Normandie, Cherbourg, Caen-Ouistreham, Dieppe. Et donc on a vraiment un complexe portuaire en Normandie de tout premier plan, avec des enjeux considérables en termes d'emploi, en termes de réindustrialisation aussi, parce que les places portuaires sont des lieux d'industrie et ce sont des lieux propices à la réindustrialisation. Et puis, bien sûr, la Normandie est structurée par la vallée de la Seine, qui est une vallée à la fois urbaine, avec des espaces naturels, mais une grande vallée industrielle et portuaire. Les deux sont liés, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fait pas de l'industrie sans les ports, et les ports ne peuvent pas se développer sans l'industrie. Et c'est une chance extraordinaire que d'avoir cette vallée de la Seine qui traverse la Normandie et qui offre un potentiel de dynamisme économique, industriel, un potentiel de réindustrialisation et de développement industriel qui est en train de s'exprimer, selon moi, et qui est porteur de beaucoup d'avenir pour notre région. Bien, merci beaucoup. On en sait nettement plus sur l'étendue des différents projets. Vous avez même pris de l'avance, vous nous avez devancé, cher Jean-Baptiste, puisque vous avez parlé du ferroviaire et du fameux plan Marshall dont Hervé Morin fait effectivement régulièrement allusion. Pour celles et ceux qui nous écoutent, en 2016, l'État, la région SNCF Mobilité actait le transfert de la compétence des lignes intercités, comme par exemple Paris-Rouen-Le Havre. On peut également citer Paris-Évreux-Cerquigny ou le Paris-Granville. C'est un investissement important pour la région Normandie, du coup, d'avoir à gérer ces différentes lignes de train. Je ne les ai pas toutes citées. Concrètement, depuis 2016, après ces années passées, quelles ont été les avancées en matière de ferroviaire? On en parlera effectivement tout à l'heure. Il y a de nouvelles rames, des horaires ont été aménagés, une nouvelle qualité de transport. Avez-vous des exemples concrets à nous citer, s'il vous plaît? Avant de passer à des exemples concrets, les moyens engagés ont été considérables. C'est autour de 2 milliards d'euros en quelques années. C'est des efforts que moi, j'ai jamais connus en Normandie. C'est-à-dire que ça faisait des décennies que la Normandie n'avait pas connu d'investissement significatif pour son système ferroviaire. Et donc, c'est évidemment des nouveaux matériels roulants. C'est les fameux trains Régio 2N Omneo Premium, 40 rames sur Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Deauville. Et ces rames plaisent. Voilà, on sait qu'elles répondent aux attentes des voyageurs qui nous disent à quel point ils sont séduits par ce nouveau matériel, à quel point ils le trouvent confortable, bien équipé. Alors, ça ne suffit pas pour que les trains roulent beaucoup plus vite qu'avant. On sait que c'est une ligne nouvelle qui le permettra. Ça ne suffit pas pour que, encore que, respecter les horaires, mais on le fait de mieux en mieux, j'y reviendrai. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire parce qu'on avait des trains qui souvent avaient 35 ou 40 ans, qui étaient des trains Corail, qui étaient très bons au moment où ils sont sortis, mais qui avaient beaucoup vieilli. Ou alors on faisait circuler les Normands sur des grandes lignes, mais dans des trains de banlieue. Et c'était vraiment pas à la hauteur des enjeux que représente le ferroviaire. Et on continue. C'est-à-dire que là, on va avoir en 2024 27 rames supplémentaires, toujours dans la même gamme, Régio 2N, et donc qui vont constituer un parc homogène et qui vont être eux aussi confortables, bien équipés, bien connectés et qui permettent à la région Normandie de disposer enfin d'un parc de matériel roulant du 21e siècle. Mais on a beaucoup investi et on continue à investir beaucoup sur les lignes avec l'État, parce que nous ne sommes pas propriétaires des lignes, c'est l'État. Et c'est avec SNCF Réseau, bien sûr, que nous avons multiplié par 2 le rythme des travaux sur les infrastructures sur lesquelles roulent et circulent les trains. Et il faut continuer parce qu'elles sont fragiles. Elles ont tellement été, pas abandonnées, mais on ne les a pas entretenues comme on aurait dû le faire. Puisque tout était investi, ou quasiment tout, dans les nouvelles lignes à grande vitesse, dont on n'a pas profité. Et donc on rattrape ce retard. Alors c'est très pénalisant aujourd'hui, parce que du coup il y a énormément de travaux. Mais il faut les faire. Et je crois que les Normands comprennent que c'est pénible de circuler pendant les travaux. Il y a des ralentissements, il y a des trains qui peuvent être qu'on voudrait faire circuler, qu'on ne peut pas faire circuler tôt le matin ou tard le soir, parce que beaucoup des travaux se font pendant la nuit. Ça détourne parfois, comme cet été, des trains, et du coup les trains mettent une demi-heure de plus pour aller à Paris, mais il faut faire ces travaux. Ils sont indispensables pour l'avenir. Voilà. Et donc on doit passer par ces travaux, et c'est la promesse d'avoir un système ferroviaire demain qui soit qui soit plus efficace que celui dont on dispose aujourd'hui. Et puis c'est tout le système aussi d'entretien de ces trains, de maintenance de ces trains. On a investi
aussi 200 millions d'euros dans ce système de maintenance, c'est-à-dire en construisant des ateliers de maintenance en Normandie. On a transféré la quasi-totalité de la maintenance, de la préparation des trains de la région parisienne, où ça se faisait, en Normandie, avec beaucoup d'investissements, à Rouen bien sûr, à Sotteville en réalité, mais aussi à Caen, à Cherbourg, au Havre. Un nouvel atelier de maintenance des trains va être construit dans les 2 prochaines années. Et c'est ça qui permet d'améliorer la performance globale du système. On n'est pas au bout de nos efforts, on a beaucoup fait, on a beaucoup investi, il y a encore beaucoup d'investissements à venir, mais c'est ça qui va permettre d'améliorer la performance globale du système. Déjà, avec les nouveaux trains et les investissements qui ont été faits, au premier semestre de l'année 2022, la performance globale des trains normands s'est beaucoup améliorée. On était autour de 92% de trains à l'heure sur l'ensemble du réseau. Ce qu'on ne savait faire qu'en Normandie. Voilà, il y a 4 ans, on arrivait à faire ça, mais uniquement sur les trains normands, c'est-à-dire sur les trains qui n'allaient pas à Paris. Maintenant, on a 92% sur l'ensemble du réseau, y compris pour les trains qui vont à Paris. Et ça, c'est le nouveau matériel, c'est le nouveau système de maintenance qui nous permet d'arriver à ce niveau de performance. J'ajoute qu'on avait une difficulté majeure, c'est qu'il y a encore quelques années seulement, il n'y avait que 2/3 des trains qui étaient mis à quai à Saint-Lazare à l'heure. C'est 68%. Ça veut dire quand même que vous avez un train sur 3 qui était mis à quai à Saint-Lazare en retard. Quand il est mis en retard, souvent il part en retard et il arrive en retard. Et pour les Normands, tous ceux qui se déplacent à Paris dans la journée et qui reviennent chez eux en Normandie le soir, c'était très pénalisant de ne pas avoir un système fiable de retour vers la Normandie. Grâce aux nouveaux trains, grâce au nouveau système de maintenance, grâce aux efforts aussi de la SNCF, qui a mis en œuvre à notre demande un plan de mobilisation sur ce sujet particulier, on était au premier semestre 2022 à 87%. Donc on est passé de 68% de trains mis à quai à l'heure à Saint-Lazare à 87%. C'est évidemment un saut de performance qu'il faut saluer, mais qu'il faut consolider, conforter et peut-être même améliorer encore, parce que je crois que c'est possible au cours des prochaines années. Alors en supplément des trains et du ferroviaire, vous intervenez avec Hervé Morin et l'ensemble de la collectivité régionale sur le transport en autocar. La Normandie elle a la charge de 130 lignes routières interurbaines, notamment depuis le 1er janvier 2017, et notamment du transport scolaire, mais aussi du transport à la demande, avec comme objectif principal celui de valoriser les lignes routières reliant des villes moyennes non desservies par le train à des agglomérations, des villes moyennes entre elles, mais également et surtout les territoires ruraux à des villes moyennes ou une métropole. Donc vraiment une ambition de desserte équitable, si puis dire, entre les différents territoires, communes rurales, métropoles, comme je viens de le citer. Comment cela s'illustre concrètement sur le terrain et à travers votre action régionale? Il y a des dispositifs qui ont été lancés qui permettent par autocar de mieux circuler en Normandie? Notre objectif, c'est de répondre aux besoins en mobilité des Normands et à tous les besoins en mobilité. Simplement, on ne sait pas y répondre de la même manière. Et il ne faut pas y répondre de la même manière selon les densités des territoires. Et on ne peut pas faire passer des trains partout. D'abord, parce qu'il n'y a pas des lignes partout. Et ensuite, parce que c'est extrêmement coûteux de faire circuler des trains, qui sont les trains opérés par la SNCF. Ça a un coût très important. Et donc, répondre aux besoins en mobilité par les moyens les plus adaptés, c'est en effet s'appuyer sur le train quand on le peut, s'appuyer sur les lignes routières aussi quand on le peut, et là où elles sont efficaces, et puis avec des solutions de transport à la demande dans les territoires les moins denses. Donc, il faut traiter équitablement tous les Normands, quel que soit leur lieu d'habitation, en effet, par le moyen de transport le plus adapté et le plus efficace. C'est ce à quoi on s'emploie. Et on s'emploie aussi, évidemment, à ce que les correspondances soient les plus adaptées entre les services par autocar, qu'on appelle Nomad Car, ou le service ferroviaire Nomad Train. On a fait des efforts sur le train, on en a beaucoup parlé. On a aussi fait des efforts sur les lignes interurbaines par autocar, en améliorant le service. Il faut continuer à le faire. Le service, ça peut être du Wi-Fi à bord, ça peut être la fréquence de la ligne. On l'a beaucoup renforcé, par exemple, la ligne entre Caen et Le Havre. Il se trouve qu'entre Caen et Le Havre, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de solution train. Il y a une solution train entre Rouen et Caen, il y a une solution train entre Rouen et Le Havre, mais entre Caen et Le Havre, il n'y a pas de solution train véritablement. Ou alors, il faudrait prendre une correspondance à Rouen et faire donc un grand détour. Et donc, il y avait une ligne interurbaine, mais qui n'était pas très fréquente, où les passages n'étaient pas très fréquents, et on a beaucoup augmenté la fréquence de cette ligne entre 2 des 3 plus grandes villes de la région Normandie. Il faut continuer à faire ça.
Et il faut continuer à faire ça en considérant évidemment que le transport par autocar, même s'il est routier, il est vertueux parce que on lutte contre l'autosolisme, parce qu'on permet aux gens de se déplacer et que c'est des déplacements qui sont pas chers. J'insiste là-dessus, à des tarifs qui sont vraiment très très abordables. Et puis parce que progressivement, ces autocars, ils vont devenir de plus en plus vertueux. C'est-à-dire qu'on est en train, en effet, après avoir fait beaucoup d'expérimentations, vont venir maintenant des autocars qui circulent et qui seront plus vertueux que les autocars motorisés diesel et utilisant du gasoil. Donc on va voir circuler en Normandie prochainement, et de plus en plus souvent, des autocars électriques, on les a testés, ou sur batterie, ou des autocars hydrogène. C'est une première mondiale qu'on a fait en Normandie en faisant circuler entre Rouen et Évreux un autocar rétrofité, c'est-à-dire un autocar diesel rétrofité hydrogène. Et on pense qu'il y a là des perspectives intéressantes, à la fois pour la mobilité et pour le respect de l'environnement. Dernière question avant de passer à la rubrique jeunesse. On a parlé des trains, on a parlé des autocars, mais vous avez également d'autres champs de compétences. On a cité l'axe Seine tout à l'heure. Vous avez pu présenter l'importance de cet axe territorial que représentait l'axe Seine, mais vous avez également en charge les sujets portuaires. Alors, nous sommes au Havre aujourd'hui, mais la Normandie n'a pas que le port du Havre, même si c'est le plus important de Normandie et même de France. Il y a Cherbourg, il y a également d'autres ports sur le haut de la Normandie, comme je pense à Dieppe, mais qui sont sur des secteurs d'activité différentes. Sur ces deux sujets, je prends notamment, par exemple, dans un premier temps, l'axe Seine. Quelles sont les grandes réalisations qui ont lieu sur ce territoire? Et sur les sujets portuaires, quels sont les différents enjeux auxquels vous êtes confrontés depuis 2015 et les projets que vous portez sur ce sujet? L'enjeu principal, c'était de mettre un terme au sous-investissement portuaire en France. La France n'est pas un pays qui s'intéresse constamment aux ports, contrairement aux Belges, aux Hollandais, aux Allemands. En France, on s'intéressait aux ports de temps en temps. Et donc, les ports, un peu comme le ferroviaire en Normandie d'ailleurs, ont souffert d'un sous-investissement portuaire. Et la région Normandie, pour ses ports, l'État pour l'axe Seine, ont décidé d'investir massivement dans les ports. Et on ne peut que s'en réjouir, parce que les enjeux portuaires sont considérables. C'est des enjeux de souveraineté, en assurant la capacité de la France à importer les produits de première nécessité dont elle a besoin. C'est des enjeux touristiques, parce que dans les ports normands, il y a une bonne partie des flux qui sont des flux de passagers de paquebots de croisière, au Havre, bien sûr, mais aussi à Rouen, à Honfleur, à Cherbourg ou à Caen. Les passagers en provenance du Royaume-Uni, avec toutes les lignes transmanche, à Dieppe, au Havre, à Ouistreham, à Cherbourg, avec à Cherbourg l'enjeu particulier lié au Brexit qui développe à Cherbourg, et grâce au port de Cherbourg, on a multiplié par 3 les flux avec l'Irlande. Donc on a, grâce au port, la possibilité de développer beaucoup d'activités économiques, de créer beaucoup d'emplois et de relocaliser ou de développer des activités industrielles dans les zones portuaires et sur la totalité de la vallée de la Seine. Donc les enjeux sont considérables, les investissements sont eux aussi considérables, et c'est très prometteur. Donc on est en train d'installer en Normandie une nouvelle filière autour de l'éolien offshore, qui profite à Cherbourg et au Havre, et avec des perspectives de développement considérables. Aujourd'hui, c'est l'éolien offshore, c'est de l'éolien posé, mais les emplois sont au rendez-vous. C'est des centaines d'emplois d'ores et déjà à Cherbourg, c'est des centaines d'emplois d'ores et déjà au Havre, dans des usines gigantesques qui se sont montées en quelques années. Certains pensent, et ils ont raison, qu'on aurait pu aller encore plus vite, mais enfin ça y est, les usines sont là, et les parcs éoliens commencent à se monter. Et ça, c'est une nouvelle filière industrielle qu'on est en train d'installer en Normandie. Et c'est en Normandie qu'elle s'installe. C'est vraiment d'abord en Normandie qu'elle s'installe. Donc c'est tout le potentiel de la Normandie qui s'exprime à travers cette nouvelle filière. Et puis il y a toute l'industrie sur la vallée de la Seine, d'où la nécessité de développer la vallée de la Seine en général, la mobilité en vallée de Seine, les ports de Rouen et du Havre, pour permettre le développement de nouvelles activités industrielles. On a beaucoup de projets, d'annonces. C'est Eastman et ses 800 millions d'euros d'investissement à Port-Jérôme. C'est d'autres projets futuraux à Port-Jérôme, des projets à Rouen, des projets à Vernon, dans la voiture hydrogène, dans l'autobus électrique. Tout ça vient s'ajouter donc à la nouvelle filière des énergies marines renouvelables. Enfin, vous voyez bien que là, en Normandie en général et sur la vallée de Seine en particulier, il y a un développement industriel qui est en train de se faire et qu'on attendait depuis 10 ans. Enfin, 10 ans parce que quand Nicolas Sarkozy avait lancé
la vallée de la Seine, le projet de développement de la vallée de la Seine. C'est ça qu'on espérait à terme. On a beaucoup parlé du ferroviaire, on a beaucoup parlé des ports, mais ce qu'on espérait à terme, c'est que les industriels suivent derrière. À mon sens, c'est en train d'arriver là maintenant. Donc c'est formidable. C'est encore une fois plein de promesses en termes d'activité, de valeur ajoutée, de savoir-faire. Et c'est très très réjouissant pour la région de Normandie. Donc tout ça s'ajoutant au projet d'EPR à Penly, on a vraiment la possibilité de faire de la région Normandie une région d'excellence en matière industrielle avec tous les développements qui sont associés. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ces réponses à ces questions. C'était très complet, très, très précis et à n'en point douter, nos auditeurs en ressortiront plus informés sur les différentes actions que vous menez au niveau régional. Il est maintenant temps de passer à la troisième partie de ce podcast des entretiens conquérants avec la rubrique jeunes. Je le disais en préambule, il s'est présenté et il va de nouveau le faire de manière plus détaillée. Il y a donc Nathan Lavenu qui nous accompagne. Comment tu vas Nathan? C'est un podcast très intéressant. Oui, bien sûr, merci Gauthier. Alors, moi, c'est Nathan, j'ai 19 ans, je suis en études de droit et jeune Normand-Conquérant, donc de Seine-Maritime, et plus précisément du Havre, de cette ville qu'on aime tant avec Jean-Baptiste, depuis plus d'un an maintenant, donc avec les jeunes Normand-Conquérant. Donc tout d'abord, ça va bien, je suis ravi d'être avec vous deux aujourd'hui, toi Gauthier et vous Jean-Baptiste, pour réaliser ce 6e entretien donc conquérant, si on peut les appeler comme ça. Qui permettent, je pense, de mieux comprendre et mieux connaître les élus, les compétences et aussi les réalisations de la collectivité de la région Normandie. Et alors, si vous me permettez, un petit mot pour toi, Gauthier, et puis pour l'ensemble des jeunes Normands conquérants, pour remercier et puis pour saluer le grand travail qui mis en œuvre et qui ont fêté leurs 3 ans lors de la 10e édition de la Fête de la Pomme, rentrée politique d'Hervé Morin. Et pour finir cette présentation, un dernier mot pour remercier aussi l'ensemble des élus de la majorité de la région Normandie, et plus particulièrement, vous l'aurez compris aujourd'hui, pour Jean-Baptiste Gastine qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Donc justement à ce propos, j'aurais quelques questions à vous poser, donc essentiellement sur le ferroviaire, dans la continuité de ce que on a dit précédemment avec Gauthier. On a parlé tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2020, la région Normandie est la première région à avoir obtenu la compétence des lignes intercités passant par Paris. Depuis, quels ont été les principaux investissements qui ont été réalisés en ce sens sur le territoire? Je reviens dessus, c'est des investissements sur les infrastructures qu'il faut poursuivre parce qu'elles restent trop fragiles. L'été a montré qu'elles étaient encore fragiles. Il y a eu, au moment des fortes chaleurs de cet été, des infrastructures à Saint-Lazare ou sur le réseau normand qui n'ont pas tenu et qui ont nécessité d'ailleurs des interventions à plus de 40 degrés à l'ombre des équipes de SNCF Réseau, que je salue d'ailleurs pour leur engagement. Mais ça a bien montré qu'on avait encore un réseau fragile. Donc il faut continuer à investir sur les infrastructures, ce que nous faisons avec SNCF Réseau, avec l'État, qui doit garantir ses engagements financiers, parce que la région garantit ses engagements financiers pour améliorer ce réseau. Il faut que l'État le fasse aussi de son côté. On n'est pas totalement sûr encore aujourd'hui pour les années à venir, et avec le programme de travaux qu'il y a sur les lignes normandes. C'est évidemment les investissements dans le matériel. Là encore, on le poursuit pour améliorer la qualité de service, moderniser le matériel, éviter les pannes liées au matériel ancien, lutter contre le fait que le matériel ancien n'était pas accessible aux personnes à mobilité réduite ou dans des conditions extrêmement difficiles, s'occuper bien sûr des personnes qui circulent avec des vélos et donc permettre l'accueil des vélos dans les trains. Donc tout ça est en train de se faire. Rénover les matériels existants qui sont en milieu de vie, donc qui ne sont pas en fin de vie, qu'on ne va pas remplacer tout de suite, mais qu'on est en train de rénover parce qu'ils sont en milieu de vie. C'est des rénovations complètes et qui, là encore, vont permettre d'améliorer le service à bord et le confort à bord. C'est notre objectif pour que de plus en plus de Normands choisissent le train parce qu'ils y trouveront leur compte à tout point de vue, de confort, de service, de fiabilité et aussi pour des raisons environnementales que tout le monde comprend. Merci Jean-Baptiste. Bon, dans la continuité de ce que vous disiez justement sur le matériel, j'aurais une question sur... avec Hervé Morin, vous avez souhaité rendre les gares de véritables lieux de vie grâce à de multiples aménagements, depuis 2015 et ensuite. Peut-on dire que cette mesure est une réussite? Quels sont les retours des usagers? Votre retour plus personnel? Qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus? Ce que je peux dire, c'est que quand on fait des investissements dans les gares, ça se voit.
Ça se voit parce qu'on fait des enquêtes d'opinion et le retour sur investissement, il est immédiat. Les travaux dans les gares, ils sont longs. Ils sont longs à imaginer parce que il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés. Il y a la région Normandie, bien sûr, mais il y a aussi la commune où se trouve la gare, l'intercommunalité, SNCF dans toutes ses branches, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés. Donc c'est assez long d'imaginer les travaux dans les gares et autour des gares. Mais quand on le fait et quand ces travaux sont terminés, ça se voit, c'est apprécié et ça sert le transport public de voyageurs. Et ça sert l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité pour un voyageur de passer d'un mode de transport à un autre. Voilà, il faut arriver à la gare et ensuite, quand on est arrivé, quand son trajet est terminé, il faut aussi se rendre chez soi ou dans son lieu de rendez-vous, etc. Donc l'intermodalité, ça compte beaucoup et ça repose sur la facilité de passer d'un mode de transport à un autre. On aménage des pôles d'échange multimodaux dans cet objectif-là. Merci pour ces réponses précieuses sur les investissements que la région a mis en œuvre. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure dans la deuxième partie. J'aurais une question justement sur ça. Une nouvelle ligne en attente de décision ministérielle proposée par la région permettra, si cela est acté, prochainement, de réduire à l'horizon 2030 les temps de trajet entre Paris et Rouen à 1 heure et entre Paris et Le Havre à 1h45. Enfin, à Caen, Paris-Caen à 1h35. On sait que c'est essentiel de réduire le temps de trajet pour les travailleurs et puis pour l'ensemble des usagers de ces lignes. Elle permettra également de réduire l'impact carbone en écartant l'usage du gasoil. Qu'avez-vous fait et mis concrètement en œuvre pour arriver à cette belle innovation à l'échelle nationale? Tu as raison, Nathan, de parler d'innovation parce que ce qu'on veut faire en Normandie, ce n'est pas une ligne à grande vitesse, au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire de lancer un train à plus de 300 km/h. Parce qu'entre Paris et la Normandie, les distances ne justifient pas qu'on lance des trains à 300, et puis parce qu'il faut très vite, après Paris, le train prendrait un peu de temps à prendre sa grande vitesse, et il faut qu'il s'arrête à Rouen, qui est à un peu plus de 100 km de Paris, ou à Évreux, qui est à peut-être une petite centaine de kilomètres de Paris. Donc on veut innover en Normandie avec un projet qui n'est pas un train à grande vitesse, qui est une ligne nouvelle Paris-Normandie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut quand même des trains qui aillent plus vite. 200 km/h entre Paris et Mantes et 250 km/h sur la partie normande du trajet. Mais on veut surtout une nouvelle ligne pour pouvoir séparer les trains lents des trains rapides. Aujourd'hui, ce qui explique la grande difficulté du ferroviaire en Normandie, c'est que tous les trains circulent sur les mêmes infrastructures entre la Normandie et Paris. Quand je dis tous les trains, c'est les trains normands qui ont plutôt besoin d'aller vite et qui ne s'arrêtent pas beaucoup, en tout cas dans la partie francilienne, et qui, à mon sens, n'ont plus vocation à s'arrêter demain en région Île-de-France. Ces trains donc, qui ont envie d'aller vite et de s'arrêter peu. Mais les trains de banlieue de la région Île-de-France, eux, vont lentement et s'arrêtent beaucoup. Et puis il y a les trains de fret, parce que les ports de Rouen et du Havre ont besoin d'utiliser, et c'est bien qu'ils utilisent les infrastructures ferroviaires pour transporter des marchandises. Et donc tous ces trains aujourd'hui passent sur les mêmes voies. C'est extraordinairement compliqué comme système, et d'où l'idée d'une ligne nouvelle où on pourra faire passer les trains de voyageurs qui ont besoin d'aller vite et loin, donc ceux qui ont besoin de relier Paris à la Normandie, Paris-Cherbourg, Paris-Deauville, Paris-Le Havre. Et les trains de la région Île-de-France, les trains de fret, utiliseraient la voie ancienne. Voilà. Donc on séparerait les flux et on gagnerait évidemment énormément en efficacité. Donc c'est ça le projet innovant normand de ligne nouvelle Paris-Normandie. Merci beaucoup Nathan pour tes questions et tes recherches et ta présence à nos côtés aujourd'hui. Merci également Jean-Baptiste pour ce temps que vous nous avez consacré. Nous arrivons, vous l'avez donc compris, chers auditeurs et chers invités, au terme de notre 6e épisode des Entretiens Conquérants. Ça a été un sujet qui est très technique que nous avons abordé aujourd'hui, mais qui a été parfaitement présenté, expliqué par Jean-Baptiste. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, Jean-Baptiste. Oui, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier tous les deux, Gauthier et Nathan, et remercier à travers vous tous les jeunes conquérants qui font un travail formidable en Normandie pour alimenter le débat, permettre aussi de communiquer sur les actions de la région Normandie, toucher de nouveaux publics. Et c'est un travail remarquable que vous faites et qui est indispensable. On le sait tous, il y a un vrai sujet de crise de la citoyenneté en France qui se voit à chaque élection avec des niveaux de participation qui sont devenus parfois très très bas. Et merci beaucoup pour le travail que vous faites, qui est un véritable travail citoyen et qui repose sur un engagement politique qui est très noble. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup pour ces mots. C'est d'ailleurs sur ces mots que nous allons clôturer ce dernier épisode. Nous nous retrouverons, chers auditeurs, le mois prochain dans le Calvados avec Nathalie Porte pour parler tourisme, un sujet aussi très important pour notre territoire régional. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Merci de votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Remercier, j'y pense, toutes les équipes de la Normandie conquérante qui permettent de pérenniser cet projet, cet objectif justement de communication des dispositifs régionaux. Ils se reconnaîtront, ils sont nombreux, ils sont essentiels. Merci à vous, on se retrouve le mois prochain et comme on dit en Normandie, à tantôt et vous jouez bien.